Bienvenue dans cette deuxième vidéo sur la créatrice Charlotte Perriand. On l'a laissée dans la première vidéo dans les années 1930, donc on a vu que c'était une femme déterminée, engagée politiquement, qui veut construire pour le social tout en se rapprochant de la nature. Mais c'est également une femme proche des idées modernes et d'une volonté d'habiter autrement. De 1940 à 1941, ce sont les années japonaises. Alors que Paris est bientôt occupé par les Allemands, Charlotte Perriand est invitée au Japon par Yunzo Sakakura, architecte japonais qui avait travaillé dans l'atelier du Corbusier. Elle est invitée pour une mission d'orientation de la production japonaise pour le ministère du Commerce et de l'Industrie japonais. En fait, en gros, elle est conseillère pour l'art industriel dédié à l'exportation. Après un voyage de 2 mois et demi où elle traverse l'Asie, où elle prend énormément de photographies, elle arrive au Japon. Elle fait des conférences, des visites et donne des cours dans tout le pays pendant 6 mois. Elle travaille sur l'artisanat et elle va directement voir les artisans dans des villages au fin fond du Japon. Elle oriente l'art industriel japonais qui est dédié à l'exportation. Et Charlotte Perriand critique la copie d'objets européens que les Japonais faisaient, ou en tout cas des objets que les Japonais n'utilisaient pas à cette époque, comme des coquetiers ou des grippins. Et elle leur propose d'inventer tout en gardant leur propre sensibilité japonaise. Et cette mission de Charlotte Perriand sera une étape très importante dans l'histoire du design japonais. Charlotte Perriand est très marquée par ce voyage. Elle a vraiment un coup de foudre pour ce pays, pour ses habitants, pour leur manière d'habiter, par la flexibilité des espaces japonais, notamment de la maison traditionnelle, et par la simplicité et le vide qui règne dans les intérieurs. Elle va découvrir, ou plutôt elle va redécouvrir des matériaux comme le bois qu'elle avait déjà utilisé dans sa période art déco, le bambou et la paille. D'abord pour une raison pratique, c'est-à-dire que le rationnement dû à la guerre ne permettait pas d'obtenir d'autres matériaux. Elle réadapte une série de meubles des années 20-30 qu'elle avait déjà réalisés, comme la transposition de sa chaise longue ici en bambou, dont l'idée lui aurait été donnée par la vue d'une pince à sucre en bambou. Le Japon en guerre, Charlotte Perriand quitte précipitamment le pays et arrive en Indochine. Elle ne va pas y rester sans rien faire. Elle demande au directeur des affaires économiques de la France en Indochine de la nommer inspectrice des arts appliqués et directrice de l'artisanat pour essayer de maintenir l'équilibre économique du pays. Et en fait, elle va faire un petit peu ce qu'elle avait essayé plutôt de faire ce qu'elle avait fait déjà au Japon. Ce directeur des affaires économiques, Jacques Martin, devient son deuxième époux et ensemble ils ont une fille en 1944, Pernette, que Charlotte Perriand a d'ailleurs à 41 ans, ce qui pour l'époque était vraiment tard, ce qui illustre bien quelle femme libre elle était. À son retour en France en 1946, l'heure est à la reconstruction dans une France qui est ruinée et touchée par la crise du logement. À cette époque, la moitié de la population n'a pas accès à l'eau courante. Charlotte Perriand renoue alors avec ses amitiés d'antan comme Le Corbusier, Pierre Jeanneret, Jean Prouvé et les membres de l'UAM, l'Union des artistes modernes. Le Corbusier lui propose de réaliser l'équipement de la cité radieuse de Marseille sous laquelle il travaille, mais il fait bien attention à bien garder la paternité unique, puisque c'est une constante chez lui, conf ma vidéo sur Aline Gray. Charlotte Perriand travaille alors à la réalisation d'un mobilier standardisé, réalisé à bas prix et en bois. Elle y invente la cuisine à moitié ouverte, donnant sur le salon, avec un passe-plat, permettant de libérer la femme de la cuisine fermée et des espaces de vie. Elle va renverser les codes de la maison bourgeoise pour que la femme participe activement à la vie sociale. D'ailleurs, en octobre 1950, le magazine Elle présente le premier cabinet ministériel fictif composé uniquement de femmes, et Charlotte Perriand est nommée virtuellement au ministère de la Reconstruction. Justement, pour orienter les architectes de cette reconstruction, Charlotte Perriand écrit un manifeste en 1950 intitulé « L'art d'habiter ». C'est un texte qui est densément illustré, avec beaucoup d'exemples, un texte de combat qui est contre la décoration bourgeoise qu'elle a en horreur. Elle y dit que l'habitat doit créer les conditions de l'équilibre humain et de la libération de l'esprit. Elle fait en fait l'apologie du vide, en contradiction avec son temps, vide qui pour elle peut tout contenir. Et elle incite à l'utilisation de portes coulissantes, de cuisines ouvertes, elle porte une grande attention à la polychromie des murs et dit que l'élément primordial du logement est le rangement. Il faut en fait des murs utilitaires avec dedans des placards, des penderies, des bibliothèques intégrées qui sont dans les épaisseurs du mur pour pouvoir justement créer ce vide. Et beaucoup de ces innovations seront reprises par des architectes de la reconstruction. Charlotte Perriand est très importante également dans l'histoire du design, car elle contribue à ses débuts. Au sein de l'UAM, en 1949, elle participe à la création du mouvement Formes Utiles, défenseur de la beauté pour tous, et mouvement qui encourage le rapprochement entre créateurs et industriels pour développer une nouvelle esthétique industrielle des objets de la vie quotidienne, esthétique qui sera appelée plus tard design. Pour leur première exposition, Charlotte Perriand est chargée de la scénographie et de la section habitation. Elle présente des artistes, des anciens artistes de l'UAM comme Fernand Léger, Sonia Delaunay, mais aussi des nouveaux comme Miro, Calder, et des meubles de Le Corbusier, de Jean Prouvé et de Pierre Jeanneret. À partir de 1952, Charlotte Perriand collabore avec l'inventeur Jean Prouvé et ses ateliers. Ils se connaissent depuis 1929 et ils ont déjà collaboré ensemble.
Elle aime chez cet ingénieur de formation sa façon, comme elle dit, de penser tôle pliée. Il lui confie la conception d'un ensemble de projets, notamment des chambres d'étudiants, de la Maison du Mexique, de la Cité internationale universitaire de Paris, puis de la Maison de la Tunisie. Il est noté dans la convention qu'elle signe avec Prouvé qu'elle doit utiliser la tôle pliée. Et elle fait donc l'inverse de ce qu'elle avait réalisé au Japon quand elle avait remplacé le métal par du bois et revient au métal. Pour la Cité internationale universitaire, les chambres d'étudiants sont spartiates et le budget est limité. Pour cette bibliothèque, pour la Maison de la Tunisie, elle ajoute un large plateau qui permet de s'asseoir. Pour la Maison du Mexique, elle choisit de remplacer la cloison séparant l'espace de vie de l'espace de la salle de bain par une bibliothèque à joues, indépendante du mur, qui semble flotter dans l'espace. Une autre thématique chère à Charlotte Perriand, c'est celle de la synthèse des arts. En 1955 a lieu une importante exposition au grand magasin Takashimaya à Tokyo, intitulée Proposition d'une synthèse des arts, Paris 1955. Le Corbusier, Fernand Léger, Charlotte Perriand. Cette exposition est lancée par Charlotte Perriand elle-même. En fait, elle s'est de nouveau installée à Tokyo depuis 1953, où son mari a été nommé directeur commercial d'Air France, et elle y restera près de 2 ans et s'occupera à organiser cette exposition qu'elle a eu beaucoup de mal à organiser. Le but de l'exposition est de montrer les tendances et les préoccupations de l'Occident dans les arts plastiques et dans l'habitat. Charlotte Perriand veut ici réaffirmer le rapport d'unité qui existe entre l'architecture, la peinture et la sculpture. Elle y intègre ses propres recherches et des créations récentes et des œuvres aussi de Léger et de Le Corbusier, notamment des tapisseries. Charlotte Perriand réaffirme sa volonté d'associer les artistes au projet d'architecture. Elle a elle-même travaillé avec l'architecte américain Paul Nelson sur l'hôpital de Saint-Lô, dans une optique également sociale d'intégrer l'art partout et dans la vie de tous. Elle présente à cette exposition la table Air France, qui est un guéridon empilable destiné à l'appartement de fonction de son mari, Jacques Martin, donc directeur d'Air France à Tokyo. Elle cite des traditions japonaises, comme ici l'origami, l'art du papier plié, mais aussi le théâtre bunraku, où les marionnettistes se dissimulent sous des vêtements noirs. Il y a également cette chaise empilable ombre en contreplaqué ici. Pour finir la vidéo, je souhaite vous raconter une anecdote de son amitié très forte avec le peintre cubiste Fernand Léger, et que je trouve très touchante. Elle rencontre Fernand Léger en 1930 lors d'une exposition sur le Bauhaus, et elle dit: le soir du Bauhaus, avec le petit Pierre, qui est Pierre Jeanneret, peut-être qu'à ce moment-là, ils partageaient leur vie, peut-être qu'ils étaient amants, on ne sait pas exactement. Et le grand Léger. Nous partîmes à la recherche d'une terrasse de café délectable. Cela nous prit toute la nuit. J'imitais le phoque par des cris en battant des mains, perchés sur les poubelles parisiennes. Nous étions déchaînés. Lorsque petit matin, je quittais Léger, je savais que je m'étais fait un ami. Et Fernand Léger va l'appeler Petit Phoque toute sa vie, et ils vont être liés par une grande complicité, malgré leur différence d'âge, par les opinions engagées et politiques, et une envie de modernité, de créer un art total, aussi bien dans les années 30, comme on le voit sur ces tableaux, qu'ensuite dans les années 1950, jusqu'à la mort du peintre en 1955. Et je trouve que cette anecdote de cette rencontre illustre aussi bien le caractère joyeux et terriblement vivant de Charlotte Perriand que j'ai voulu vous montrer. Donc voilà pour cette deuxième partie sur la vie et l'œuvre de l'immense Charlotte Perriand. On se retrouve dans une petite semaine pour la dernière partie. D'ici là, n'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, partager, etc.